un système gagnant-gagnant. Si vous sondez le fond de votre conscience, je pense qu'il y aura une forte majorité ici qui n'y croit pas. Vous pensez que ce n'est pas possible. Comment tout le monde pourrait gagner en même temps? Or, dans toute période de développement de l'histoire, il y a eu ce système gagnant-gagnant. Mais on nous le fait oublier, on nous plonge dans une société où l'idée, c'est qu'on peut gagner qu'au détriment de quelqu'un. Et que c'est quelque chose d'extérieur qui va nécessairement s'imposer à quelque chose d'intérieur, ou quelque chose d'intérieur qui va battre quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que tout apparaît, et vous voyez l'importance pour cela des sports de masse ou des images de guerre dans les jeux vidéo. Tout apparaît comme il y a des vainqueurs et des vaincus dans un match de foot comme dans un jeu vidéo. Et je crois que cette chose qu'on essaye de communiquer à chacun d'entre nous est une des choses les plus destructrices qui soit. Alors, dans l'histoire de Chine, et c'est un moment où quand même ça a duré 1000 ans, il y a eu un système imposé dans la grande plaine de Chine, qui est celui des empereurs, qui n'étaient pas des empereurs en réalité, mais qui étaient des sages, à l'époque des Zhou. C'est entre 1200 et quelques, et disons la période des printemps et automnes, juste avant 200 ou 300 ans, 400 ans en gros, avant le début de notre histoire que nous plaçons au moment de Jésus-Christ. Donc, vous avez eu cette longue histoire auquel les Chinois pensent aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant de voir ce qu'est leur fameux Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Et tout ce qui est sous le ciel peut être uni et avoir une vision où chacun y trouve un avenir. Et ça, c'est aujourd'hui ces fameuses nouvelles routes de la soie. Ici, c'est montré de façon un peu réductrice, avec A, B, C, D, E, F, G, toutes les nouvelles routes de la soie conçues par les Chinois. Alors Marianne vous dira que c'est une toile d'araignée qui fixe sur le monde. Moi, je vous dirais au contraire, c'est une tentative de mettre en place au niveau mondial quelque chose qui peut rapporter beaucoup à la Chine, ils ont leur propre intérêt, mais quelque chose qui peut aussi rapporter au monde. Alors, je vais vous lire un texte, c'est un intellectuel chinois qui a été aux États-Unis longtemps et qui écrit sur ce sujet. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit. Le concept de Tianxia pose comme hypothèse qu'il existe nécessairement des méthodes qui permettent d'incorporer n'importe quel autre dans l'ordre de la coexistence, et que même si un tel autre refusait catégoriquement d'entrer dans le système Tianxia, il existerait nécessairement un mode de coexistence qui préserverait la tranquillité. Par conséquent, tout existant qui aurait une nature externe est un problème qui nécessite une solution d'intégration et ne constitue pas un objet de conquête ou d'asservissement. Pensez aux migrants, je vous dis ça en sous-thème. Ensuite, il écrit « Le système Tianxia du futur que j'ai imaginé satisfait sensiblement aux critères de compatibilité de Confucius ou aux normes de compossibilité de Leibniz. Le système de Tianxia n'est pas un fantasme idéaliste, il ne promet pas le bonheur à tous, il n'est qu'un système qui pourrait garantir la paix et la sécurité, et le point crucial de ces arrangements consiste à rendre infructueuses les stratégies de concurrence ou d'hostilité. Plus exactement, il rend infructueux tout acte cherchant à détruire autrui, de sorte à garantir que la coexistence devienne la condition de l'existence. C'est pas l'existence précède l'essence, comme dirait l'autre, c'est que la coexistence devienne la condition de l'existence. Plus simplement, le système Tianxia recherche un ordre mondial d'existence qui a pour principe même la coexistence. Et puis, par rapport à la situation d'aujourd'hui, ce qui nous dit beaucoup plus loin dans son ouvrage, qui traduit la politique de la Xi Jinping, en tout cas de la Chine, pour cela, le danger n'est pas celui de la fin des pouvoirs hégémoniques dans le monde,
ce n'est pas la fin des pouvoirs hégémoniques. Le danger, c'est peut-être celui de la fin de l'humanité. La fin de l'humanité. Le danger n'est pas dans le jugement dernier ou la lutte finale, mais dans l'incapacité humaine à faire face au caractère dévastateur des techniques développées. C'est ce que vous a été dit ce matin et cet après-midi. La question est donc celle de la fin du monde. Il n'y va pas par 36 chemins. Hein. Face à cela, le seul salut possible est de bâtir un système mondial qui garantisse le bénéfice à tous et à tous les pays et créer un nouveau jeu qui modifie les règles de la compétition, un système mondial de coexistence et de compatibilité générale. C'est en cela que réside la contemporanéité du système Tianxia, où, doit-on dire, espère-t-on son avenir. Donc voilà ce que nous avons et ce qui justifie ce système gagnant-gagnant. Ça suppose une entente, parce que dans la civilisation d'Asie, et en particulier chinoise, c'est le lapidaire qui est l'exemple de la création. C'est-à-dire c'est l'homme qui identifie dans le jade les veines et qui, à partir de là, crée quelque chose qui correspond à la nature et qui est juste pour tous. C'est également celui qui travaille le bronze ou le fer. C'est celui qui travaille le bronze et le fer. Donc je dis le lapidaire. Vous avez eu le lapidaire ? Celui qui travaille le jade et qui trouve les veines et qui en fait quelque chose, c'est en même temps aussi celui qui travaille le bronze et le fer. C'est-à-dire à la fois pour créer les instruments agricoles, la nouvelle industrie, la première révolution industrielle est eu en Chine sous les Song et même avant sous les Han. Donc les Anglais même l'admettent aujourd'hui. Et en même temps, c'est celui qui produit les armes, bien entendu. C'est le lapidaire. Dans la civilisation, la nôtre, la grecque, c'est le potier. C'est-à-dire, lui ne prend pas un objet, disons, dans la nature, pour y trouver dans cette nature ce qui peut aller à son avantage et faire quelque chose. Le potier, il trouve l'argile, il a un projet, et avec ça, il fait une poterie. Puis vous avez en Afrique. En Afrique, c'est le griot. Le griot, il dit l'histoire, il la chante, et il crée ce qui permet d'associer la société. Et en Europe, vous avez le sculpteur des cathédrales, qui était aussi tailleur de pierre, le sculpteur tailleur de pierre, qui avait un projet à la fois pour un très bel édifice et tailler les pierres pour les meilleures maisons. Donc vous avez le potier, le lapidaire, le griot et le sculpteur tailleur de pierre. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre ? Et ça, c'est le défi de l'époque, comme mentalité. Alors, il faut bien voir le point commun. Le point commun, c'est le projet, c'est le beau. C'est où l'instinct formel, l'instinct raisonnable, épouse l'instinct sensible. L'harmonie maîtrisée par une création de l'être humain qui rencontre l'esprit de la nature. C'est ça le gagnant-gagnant. Entre l'homme qui a créé la chose, la nature, et l'homme qui en trouve avantage et qui en a l'usage. C'est ce que le grand poète allemand Schiller appelait la parfaite unité esthétique et humaine. On trouve l'humanité. Le créateur cesse d'être un individu pour devenir espèce, pour adhérer à l'espèce. Alors, ça a été en Europe l'esprit qui rencontre du Tianxia de la paix de Westphalie. Le principe de Westphalie, que viennent d'ailleurs de citer les Chinois il y a quelques jours. C'est le pardon des offenses. On pardonne à l'autre le mal qu'il vous a fait. C'est l'avantage de l'autre et c'est un projet en commun avec l'autre, qui est celui de paix par le développement de l'un et de l'autre. Et c'est l'esprit confucéen, c'est-à-dire c'est dans la tradition chinoise le rite, le li, qui est l'attitude avant d'être quelque chose d'objectif, c'est une attitude pour assurer que l'humanité puisse continuer pour le bien, le fameux ren. Alors, pourquoi cette chose-là est considérée pas facile chez nous ? Et qu'on considérera tout ce qu'a dit Carrel, c'est de belles choses, mais on voit bien que c'est de belles choses, et puis voilà quoi. C'est beau, ça figure dans un jour, c'est décoratif, mais dans la réalité, bon, c'est autre chose. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a une idéologie. Et cette idéologie, c'est le concours. En France, c'est le concours.
Et c'est pour ça que vous voyez une des périodes les plus inégalitaires qui soit dans l'éducation, où tous les gens, pour réussir le concours, vont dans l'enseignement privé, et l'enseignement public, lui, dépérit, et devient un enseignement où, au mieux, on normalise les gens, on les codifie, on les formate pour qu'ils puissent servir à certaines tâches, et au pire, on les laisse aller. Donc, c'est un esprit de réussite au détriment des autres qu'on trouvait où? Et si quelqu'un veut faire un effort pour le comprendre, lisez le duc de Saint-Simon, à la cour. Et à la cour, quel est ce qui triomphe partout? La médisance, la calomnie, comme le comprenait très bien Beaumarchais. L'ère de la calomnie. Et ça, c'est, hélas, quelque chose qui pèse très lourd dans notre idéologie. Après, il y a la financiarisation mondiale, dont on vous a parlé, qui fait croire que les gagnants raflent toute la mise. Et c'est l'Europe où on l'affiche tout haut, la concurrence libre et non faussée, qui est toujours serve et faussée. Donc, rappelez-vous que Juncker, et d'autres d'ailleurs, je ne veux pas accuser seulement Juncker, dont l'état mental et physique fait qu'on ne s'en prend pas aux faibles, mais Juncker a dit que l'Europe ne pouvait pas se faire dans la démocratie, car les peuples ne pourront jamais comprendre là où est leur bien. On arrive à la même chose qu'en Allemagne de l'Est, à une époque. Si le peuple est contre nous, il faut changer le peuple. Donc, il y a tout ça, et ça pèse. Mais on a une autre tradition. On a la tradition qui a fait qu'on a pu faire nos cathédrales, nos viaducs, dont je parlais ce matin, et beaucoup d'autres choses. Et la tradition, ces vierges romanes qui ont un enfant Jésus sur les genoux et qui, au lieu de le serrer contre elles, contre leur sein, le poussent dans le monde pour qu'il accomplisse dans le monde quelque chose qui soit utile à ce monde-là. Donc, évidemment, tout cela, on ne peut pas le faire seul. Et de ce point de vue, Confucius est très intéressant. Je voudrais vous en donner quelques citations qui vous montrent son esprit. La première, ça commence par ne pas être seul, c'est la promenade avec 3 personnes. Et il nous dit, quand on se promène, ne serait-ce qu'à 3, chacun est certain de trouver en l'autre un maître. Donc vous reconnaissez qu'il y a un maître, ça peut être gagnant-gagnant. Faisons la part du bon pour l'imiter et du mauvais pour le corriger en soi-même. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est l'idée de mansuétude, qu'on appelait le shu en Chine. N'est-ce pas le maître mot? Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. Donc ça, c'est la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais dans Confucius, ça va plus loin, comme ça va plus loin aussi chez Leibniz, chez nous. Pratiquer le règne, c'est commencer par soi-même, vouloir établir les autres autant qu'on veut s'établir soi-même, et souhaiter leur accomplissement autant qu'on souhaite le sien propre. Puise en toi l'idée de ce que tu peux faire pour les autres, voilà qui te mettra dans le chemin du règne. Donc ça va plus loin que l'aspect négatif, c'est l'aspect positif. Si l'on veut s'élever, il faudra aussi aider l'autre à s'élever, aider aussi l'autre à parvenir là où soi-même on voudrait parvenir. Puis, comment le faire? Alors, c'est en se livrant à la connaissance, un homme s'éveille à la lecture des odes, affirme pas la pratique du rituel. Le rituel, c'est le respect du service du bien. C'est pas le rituel, on s'engenouille et on fait différentes choses, non. Et il dit, et s'accomplit dans l'harmonie de la musique. Alors vous allez comprendre pourquoi on commence toujours nos présentations par la musique. Et Confucius continue. Confucius, au grand maître de musique de Lou, on peut définir certaines règles de la musique. Au départ, tous les instruments jouent à l'unisson, puis chacun d'entre eux se dégage dans toute sa pureté, et ceci en un accord parfait avec les autres, soutenu jusqu'à la fin. Donc il est en train de décrire une société comme un orchestre, avec ses voix et ses instruments. Puis il conclut en disant, c'est collaborer entre les hommes, avec les hommes, c'est contribuer à leur bien, et ça porte sa propre récompense.
Apprendre quelque chose pour pouvoir le vivre à tout moment, n'est-ce pas la source de grand plaisir? Recevoir un ami qui vient de loin, n'est-ce pas la plus grande joie? Vous voyez, on ira voir les sociétés d'amis et ce sera la plus grande joie. Être méconnu des hommes sans en prendre ombrage, n'est-ce pas le fait de l'homme de bien? Alors vous savez, tous les journalistes nous disent, mais en vous traitant comme on nous traite, ça c'est le plus honnête, en vous traitant comme on nous traite, comment se fait-il que vous soyez toujours là, que vous battiez toujours? Mais c'est pas possible, vous devez être déprimé, démoralisé, vous avez l'air de porter bien. Réponse de Confucius, être méconnu des hommes sans en prendre ombrage, n'est-ce pas le fait de l'homme de bien? Et puis, le plus intéressant, à 15 ans, je résolus d'apprendre, à 30 ans, j'étais debout dans la voie, dans le Dao, à 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute, à 50 ans, je connaissais le décret du ciel, à 60 ans, j'avais une oreille parfaitement accordée, c'est-à-dire j'avais accédé à la musique. Et à 70 ans, j'agissais selon le désir de mon cœur, sans pour autant transgresser aucune règle. Donc je me sens un peu dans cet état de récompense où on est en accord avec soi-même, parce qu'on s'est battu. Alors, je voulais, par rapport à ça, passer maintenant à quelque chose qui, à mon avis, l'approfondit et montre que cet esprit gagnant-gagnant, c'est pas seulement par rapport à autrui, mais c'est à l'intérieur de soi-même. C'est Schiller dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, que depuis toujours, nous disons, c'est un moment fondamental. Ce qu'il a écrit, il a écrit au moment de la Révolution française, et où il dit il y a eu deux façons de trahir l'humain dans cette révolution en général, dans toutes les périodes agitées de l'histoire. C'est, d'un côté, être un sauvage, c'est-à-dire d'être livré à ses instincts et à ses sentiments, et de l'autre côté, d'être un barbare, ce qui est pire, et avoir l'instinct formel poussé à bout, de penser que sa solution est la meilleure, et l'imposer par tous les moyens à l'autre, même. Donc, voilà. Et Schiller nous dit dans sa 8e lettre, « Le chemin qui mène à l'esprit doit toujours passer par le cœur, la formation du sentiment est donc le besoin extrêmement urgent de l'époque. » Donc c'est quelque chose de très important, parce que ceux qui ne croient pas qu'il puisse y avoir un ordre gagnant-gagnant, ne croient pas non plus qu'on puisse éduquer les émotions. Or, l'éducation des émotions, est-ce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est exactement ce par quoi doit passer la politique, si elle doit avoir un véritable sens dans le rapport entre êtres humains. C'est ce sentiment qui permet de comprendre que notre bonheur dépend du bonheur de l'autre, et que le porter permet que le potier s'entende avec le lapidaire et le griot avec le sculpteur tailleur de pierre. D'ailleurs, un des premiers collectionneurs d'art dit nègre en France était quelqu'un dont vous pouvez voir le manoir, qui est près de... qui est en Normandie, c'est le manoir d'Angot, où il avait collectionné au XVIe siècle déjà les premiers objets, parce qu'il disait que c'est une culture très intéressante avec laquelle on pouvait s'entendre. C'est intéressant, si un jour aller, c'est là où il y a la très belle église au-dessus de la mer, pardon ? Varangeville. C'est Varangeville. Donc vous avez ça s'est exprimé. 11e lettre de Schiller. De là découlent deux exigences contraires qui sont posées à l'homme. Ce sont les deux lois fondamentales de la nature sensible, raisonnable. La première tend à la réalité absolue. Il doit transformer en monde tout ce qui est simplement forme et extérioriser toutes ses virtualités. La deuxième tend à la forme absolue. Il doit détruire en lui tout ce qui est simplement monde et introduire de l'accord dans toutes ses variations. Et si vous avez l'oreille attentive, vous voyez, c'est en réalité le lapidaire et le potier. En d'autres termes, il doit extérioriser tout ce qui est intérieur et mettre en forme tout ce qui est extérieur. Il doit extérioriser tout ce qui est intérieur et mettre en forme tout ce qui est extérieur. Ces deux tâches conçues dans leur achèvement suprême ramènent au concept de divinité dont je suis parti. Donc, par divinité, il veut dire l'homme agissant dans l'intérêt de l'humanité. Et par rapport à cette divinité qu'il a en lui, qui est le porteur, qui est l'idée de relation entre deux êtres humains sur le plan de ce que les Grecs appelaient l'agapé. C'est l'esprit gagnant-gagnant à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'humains. Et dans la 17e lettre, Schiller montre comment cela réconcilie la beauté apaisante et
la beauté énergique. Parce qu'on on est apaisé ou on est énergique, c'est ou l'un ou l'autre. Maintenant, il dit ça, il y a un état dans lequel l'être humain obtient cet accord. La beauté apaisante, avons-nous affirmé, est faite pour une âme tendue, et la beauté énergique pour une âme détendue. Car je dis que l'homme est tendu autant quand il se trouve sous la contrainte des sentiments que quand il est sous celle des idées. Toute domination exclusive de l'un de ces deux instincts fondamentaux est pour lui un état de contrainte et de violence, et la liberté n'existe que dans la coopération de ces deux natures. Alors on me dirait que tout ce que je vous ai dit, c'est aussi quelque chose qui peut être considéré en l'air et que ça ne s'est pas accompli dans l'histoire. Alors, je veux vous parler de quelqu'un dont on reparle aujourd'hui, ce qui est intéressant, qui ressort aujourd'hui, c'est Étienne de Silhouette. En 1759, c'était le ministre de Louis XV. Louis XV était quelqu'un de très intelligent et de très velléitaire. Donc, il a pris Silhouette, mais il ne l'a pas soutenu. Alors, Silhouette dit, on est dans une France où le système, la monarchie est en train de se détruire elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle exempte de contributions à l'État, d'impôts, la Cour, la hiérarchie ecclésiastique et les financiers. Ces trois-là sont exempts. Donc il faut les faire contribuer dans un projet où on ne taxera pas seulement les indigents et les bourgeois, mais on taxera ces trois-là. Et il dit, il faut y aller si on veut qu'il n'y ait pas une révolution en France. Alors, évidemment, se réunissent contre lui la noblesse, la finance et le parti des veaux, tous les trois, et ils obtiennent sa tête. Et vous n'avez jamais entendu plus parler de lui que sous forme de silhouette, le mot silhouette, parce qu'on disait qu'il s'amusait à découper des choses, à présenter leur ombre, des silhouettes. Alors, quelle était son inspiration ? Et c'est là que ça devient intéressant et que ça nous retrouve aujourd'hui. Il s'est attelé très jeune à la rédaction d'un livre qu'il estimait le plus complet possible et qu'il a intitulé « L'idée générale du gouvernement et de la morale des Chinois » tiré des ouvrages de Confucius. Donc il a traduit Confucius, et ce qu'il nous dit, c'est que le salut de l'État dépend de celui du peuple. Le prince qui le surcharge, loin de s'enrichir, s'appauvrit tous les jours. Confucius, pour faire sentir cette vérité, se sert d'une comparaison, alors on est français ou on ne l'est pas, se sert d'une comparaison peut-être trop dure, mais qui n'en est que plus sensible. Un tel prince, dit-il, fait de même que celui qui couperait ses propres membres pour s'en remplir le ventre. Le ventre se remplirait, mais le corps diminuerait et périrait. Donc, vous avez là quelque chose, ce système gagnant-gagnant, la façon de le penser, à la fois par rapport à l'autre, par rapport à la société où on se trouve, par rapport à autrui dans ses relations quotidiennes, et par rapport à soi-même, comme l'indique si bien Schiller, est quelque chose qui est absolument déterminant pour s'assurer un avenir. Et après tout, je conclurai en vous montrant l'image suivante, c'est après tout ce système gagnant-gagnant qui est, disons, la manière dont on a donné une représentation de ce que devrait être la France. Ça, c'est du XVe siècle, c'est une époque à peu près contemporaine à celle des Jeanne d'Arc. Et qu'est-ce que c'est ? C'est Saint-Martin. Vous savez que Saint-Martin est un légionnaire romain qui se convertit au christianisme, qui trouve un pauvre sur son chemin et qui partage son manteau. Alors, c'est bon pour le pauvre, hein, il a un manteau, il aura moins froid. Mais aussi, c'est bon pour le légionnaire romain. Pourquoi ? Parce qu'il aura trouvé en lui-même son humanité, et cette humanité, il l'aura partagée avec un autre, gagnant-gagnant. Donc nous sommes un pays qui repose sur une image qui était du gagnant-gagnant, et ce serait malheureux aujourd'hui que dans ce moment de l'histoire, on trahisse cela pour continuer à être dans le monde, je vais faire, comme le dit Silhouette, être un peu, disons, imagé, que nous continuons à être des poux sur le pauvre chien. Merci.